supprimer de la réunion. Ok, c'est parti. C'est bon, vous voyez l'écran ou pas? Oui. Ouais. Ouais. 14h04. Parti. Ok, donc nous on a choisi coup d'envoi et de renvoi en utilisation. On a eu plusieurs réflexions sur le thème du coup d'envoi et de renvoi. On s'est rendu compte qu'ils sont de plus en plus utiles dans le rugby, qui peut mettre une pression très importante, permettre d'inverser le rapport de force. Mais on s'est dit, on se rendit compte qu'il n'est quasiment pas travaillé ou peu travaillé au cours de la formation du joueur. On a fait aussi on est un peu parti sur la base. On s'est demandé en fait le jeu au pied au début d'une forme de la formation, c'est quoi? Et on s'est dit que le coup d'envoi était plutôt subi au tout début. On est parti des moins de 14. On s'est dit qu'à partir de moins de 14, le but c'était juste une remise en jeu, juste pour mettre en jeu. Il n'y avait pas d'aspect stratégique, tactique ou autre qui était mis en place. Et qu'entre moins de 14 et U22, il y a peu d'apprentissage et les joueurs, en fait, ils n'apprennent pas forcément à maîtriser cette phase de jeu, cette phase ordonnée du jeu, et qu'ils n'avaient jamais vraiment eu de réflexion là-dessus, pas via le projet de jeu qu'ils ont pu avoir au cours de leur carrière. Autre réflexion qu'on a eue, on a dit qu'on était conscient du fait que le temps de consacrer à ces phases de jeu, elle est minime, parce que c'est pas la plus importante, etc. Mais il nous semble quand même important de pouvoir former le joueur afin que celui-ci puisse s'adapter à tous les systèmes qu'il rencontrera au cours de sa carrière et faire en sorte que ce soit quelque chose qui devienne utile, une arme offensive. Du coup, on est parti d'une problématique, c'est comment intégrer et mettre en pratique les aspects tactiques, stratégiques, techniques du coup d'envoi en utilisation dans la formation du joueur. On est parti de U14 parce qu'on est parti du principe que c'était les premiers jeux au pied sur grand terrain et jusqu'à la partie U22. Donc on a regardé des vidéos, on a pris plusieurs aspects. On a pris le premier aspect, c'est les jeunes, tout jeunes, des minimes. Et on a observé ces vidéos plusieurs fois. Voilà, on se rend compte que c'est juste une remise en jeu. Voilà, que souvent c'est le buteur qui est un peu seul et qu'il n'y a pas vraiment de communication avec ses partenaires. Voilà, la montée, elle est désorganisée. Voilà, on est parti de ce principe-là. Et après, on a voulu voir, l'objectif c'est on part de là et te dire maintenant on va sur un match Krabos, à quoi ça pourrait ressembler. Donc quel chemin, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la formation du joueur pour pouvoir se permettre de travailler cette phase qui nous paraît importante. Voilà, donc là il y a plusieurs types de coups d'envoi et voir comment on peut travailler tout ça. Voilà. Je passe la main à Paul. Ouais. Yes, donc là on est sur le comportement attendu du buteur pour commencer. Déjà le ballon il va être tenu par le bout des doigts pour engager en drop, accompagner le ballon au maximum pour qu'il tourne droit, pour avoir la meilleure trajectoire possible. Regarder le ballon avant la frappe de la balle. Transférer talon avant pied, donc travailler le mouvement du coup d'envoi, épaule orientée vers la cible, toujours pour la trajectoire, et la vitesse d'exécution de la jambe. Voilà. Après, c'est plus pas dans la frappe, mais dans son comportement, c'est choisir la zone en fonction du contexte. Est-ce qu'il va faire un coup d'envoi haut, long, etc. Communiquer à ses partenaires la zone du coup d'envoi, est-ce qu'ils vont devoir monter fort, etc. Donc, toutes les informations nécessaires. Et après, pour le buteur, c'est se replacer après avoir botté en R3 pour couvrir l'arrière du terrain. Voilà. Et pour le joueur du R1, donc ce qui monte, c'est l'adaptation de la vitesse de la course. Donc, c'est plus vite, lent, vite. Communiquer pour une montée collective, donc couvrir un maximum couvrir toute la largeur pour amener de l'incertitude. La pression porteur de balle, d'une pour le déstabiliser, pour essayer de récupérer le ballon. Voilà, ce qui est marqué. Après, d'ailleurs, récupérer le ballon et les joueurs loin montent fort pour empêcher le jeu déployé.
pour vraiment isoler le ballon et tout de suite les mettre sous pression. Un joueur va plus loin que la zone de retombée du ballon et les ailiers doivent être à la retombée du ballon, donc monter quasiment en sprint. Voilà. Et pour les joueurs du R3, c'est organiser le rideau défensif, donc être disponible pour contre-attaquer, couvrir le R2. Donc ça, c'est en fonction du projet de jeu et communiquer en défense pour un éventuel jeu au pied adverse. Là, c'est Yo, je crois. Sérieux? Allez, donc déjà avant ça, tout ce qu'on a mis là, il n'y a pas de vérité, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a échangé. Et donc après, on va revenir sur les échanges du coup. Donc nous, dans l'idéal, dans l'apprentissage, c'était de partir donc de U14 à U22. Et ce qu'on veut que le joueur soit capable d'apprendre et sur quoi il va être formé en U14, ça serait l'apprentissage du jeu au pied. Donc tout ce qui est vraiment technique, que ça soit sous forme analytique ou forme jouée. La place au laisser-faire, c'est sur la prise d'initiative. Hein, c'est vraiment s'il voit quelque chose ou si un coéquipier l'appelle qui a un espace, et ben pourquoi pas mettre le jeu au pied là. La coordination buteur-coéquipier, c'est vraiment commencer à prendre en compte pour les soutiens, pour les joueurs qui vont monter, c'est prendre en compte quand est-ce que le joueur va taper, quand il prend son élan, c'est là qu'on déclenche la course. Le botteur aussi, refaire reculer ses coéquipiers. C'est vraiment cette coordination-là qu'on va chercher à mettre en place. Je peux descendre juste un peu, Val, où je vois pas le dernier, ce qu'on a mis. Montée collective du R. Ok, montée collective du R, du coup, ce serait bien. Ensuite, sur les U16, donc ce qu'on va chercher vraiment à maîtriser la zone voulue. Donc après avoir bossé la technique, on va bosser aussi la précision. On va être aussi sur de l'éveil tactique. Là, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que tous les joueurs doivent être capables, par exemple sur un coup d'envoi, doivent aussi regarder ce qui est en phase d'eux et pas monter pour monter. Donc voilà, si ça, on va aller vraiment les éveiller sur ça avec une dominante perceptive décisionnelle. Et également l'éveil stratégique qui sera aussi mis en place dans le projet de jeu avec des zones et toujours la montée collective du R1. Ensuite, sur U18 et U19, que ce soit Elite Trabos ou 19 national, Ligue 1, Ligue 2, là, on va être plutôt aussi donc on va revenir sur le principe fondamental, c'est pour reverser le rapport de force à notre avantage, soit récupérer le ballon, soit mettre la pression à l'adversaire pour qu'il nous rende le ballon derrière. Donc cette notion d'avancer, soit de conserver si on récupère, soit de gagner le ballon. La prise en compte du contexte, donc le score, la météo, si on est en supériorité numérique ou en infériorité. Si notre booter a pris un carton, qui c'est qui tape, pareil, le coup d'envoi sera peut-être pas tapé pareil, on doit s'adapter à tout ça, être capable de maîtriser et optimiser tactiquement et stratégiquement le coup d'envoi. Donc ça va aussi jusqu'à un espoir. Et ensuite, voilà. Nous, on avait décidé de partir sur quelque chose vraiment d'échange pour voir un petit peu comment cette phase ordonnée, elle est travaillée chez des moins de 14 ans, chez un éducateur qui a des moins de 16 ans, ou même chez un joueur comme par exemple Adri ou Cordio ou d'autres qui jouent encore. Comment est-ce que c'est travaillé, ou toi Lilian qui entraîne également. Voilà, on voulait voir avec vous, échanger avec vous sur cette phase-là. Ok, donc on lance des premières petites questions un peu, les collègues. Vas-y, ça a coupé du coup. Qui a pris la parole? Nous, ce qu'on est en train de faire dérouler, c'est vraiment ce que nous on pense mettre en place pour le travail, c'est-à-dire des scénarios, de la vidéo avant avec les booters, les autres joueurs. C'est vraiment ce que nous on pense mettre en place pour réaliser, pour que ce coup d'envoi devienne une arme et soit efficace. Voilà. Je vais prendre 2 secondes de la main en fait, par rapport aux échanges et par rapport à ce qu'on aimerait un petit peu approfondir, c'est vraiment suivant les catégories qu'on entraîne et suivant les personnes, vous dans vos clubs, à quel moment vous pensez nécessaire de commencer l'entraînement et la préparation au coup de pied d'envoi et combien de temps vous y passez et suivant le niveau, est-ce que vous accordez l'importance ou pas quoi. Donc, est-ce que pour vous il y a un intérêt?
y a un intérêt à vous? Moi, je Ouais, veux bien je peux prendre la prendre parole. Je veux bien, en fait. Je peux là ou pas? Vas-y, Ouais. ça. Ouais, bonjour à tous. Parce qu'en Vas-y, plus, vas-y. moi, je vais pas pouvoir rester trop longtemps. Ça a été un vrai débat, le jeu au pied cette année avec Thomas. On s'est rendu compte que effectivement, c'est pas quelque chose qui est énormément travaillé sur les coups d'envoi, coups de renvoi. Et là, par rapport à votre thématique sur l'utilisation, nous, on a beaucoup travaillé ça le mercredi sur la tech indiv. Comment prendre sur plusieurs types de coups d'envoi ou de renvoi, des ballons hauts, pas hauts, les zones dans lesquelles on voulait faire attirer le ballon, etc. Et on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Et c'est vrai que même si on était en ligue, ça a été une vraie arme pour nous parce que on a un scénario type sur le dernier match qu'on a joué avant le confinement où il nous reste 2-3 minutes à jouer, on prend un essai, on est à 4 points derrière. Et sur le coup d'envoi, on leur demande simplement d'essayer de faire un coup d'envoi de récupération. Et on réussit ce coup d'envoi de récupération. On l'avait travaillé notamment les semaines auparavant. Et ça nous permet de récupérer le ballon et faire 4-5 actions de jeu qui va amener un essai dans les arrêts de jeu. Donc, ça a vraiment été un axe de travail avec Thomas cette année sur cette forme de jeu-là, par contre, sur ces attitudes, etc. Excusez-moi. Ouais, Est-ce que. Je peux prendre la suite Vas-y, Jérémy. Ouais. Surtout qu'on est sur la même catégorie d'âge, sur les moins de 15 du coup. Alors déjà sur l'importance, moi je pense que c'est une phase très importante. En fait, tout simplement, ils sortent du niveau moins de 14, donc ils ont un petit peu l'habitude, et notamment avec des matchs très courts, sur des 2 fois 11 minutes, où en fait l'équipe qui avait le coup d'envoi et qui arrivait à mettre la pression réussissait souvent sa mi-temps. Et l'équipe qui reçoit le coup d'envoi, si elle arrive rapidement à réinverser la pression, elle saute une belle épine du pied parce qu'en 11 minutes, ça va très vite sur les formats un petit peu super challenge auxquels ils ont l'habitude. Ensuite, nous, dans notre projet de jeu, c'est quelque chose qui est important sur le papier. Sur 4h30 d'entraînement collectif par semaine, par contre, on y consacre assez peu de temps. Je pense qu'on doit être entre 6 et 12 minutes par semaine et on est souvent ça sur le vendredi. Donc on a des zones, une zone qui est plutôt courte, une zone qui est plutôt longue. Voilà, on a découpé le terrain en deux parce que la précision à cet âge-là ne nous permet pas de faire énormément de choses. Mais par contre, on va dire que si on arrive à mettre la pression avec un coup d'envoi long ou au contraire qu'on arrive à récupérer le ballon quand on fait un coup d'envoi court, c'est autant d'armes qui sont très importantes parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas des buteurs qui sont capables d'avoir des très longs jeux au pied. Donc si on arrive à envoyer le ballon dans les 22 avec une pression intéressante, on va dire qu'on se retrouve 8 fois sur 10 avec une touche pour nous, une phase ordonnée pour nous dans les 40 adverses. Donc c'est forcément des ballons intéressants. Voilà. Guillaume, vas-y. Praetor et Jean-Luc. Du coup, ouais, c'est nous, notre contexte de régional U16, on n'a pas forcément spécifié un travail sur le jeu au pied. Par contre, on avait 3 entraînements par semaine. Le lundi était basé avec beaucoup de jeux sans forcément de combat, donc beaucoup de touchés. Et sur des phases de jeu, enfin des jeux très réduits, en collectif réduit. Donc on faisait taper tout le monde. Et après, on leur demandait, mais pourquoi c'était vraiment on essayait de leur faire prendre conscience de pourquoi je tape là, pourquoi il faut que mes collègues soient au courant de où je vais taper. Donc, c'était vraiment une remise en situation, mais au sein de ce qu'on faisait, en fait. On n'avait pas spécifié, on n'avait pas mis des choses stratégiques clairement dès le début. C'est de fil en aiguille, on a abordé un petit peu le sujet. Et au bout d'un moment, quand on leur a demandé comment ils pouvaient faire pour être efficaces collectivement, et bien c'est là qu'ils ont commencé à aborder le sujet des zones, hein, on va taper en 1, 2 ou 3, et en fonction de ce qu'ils disent, tout le monde est au courant, tout le monde sait que ça va être un jeu au pied long, ça va être à droite, à gauche, au milieu, et tout ça. Donc du coup, nous, on n'a pas forcément fait comme à Bourgoin, on a fait un truc très basique, et voilà, c'est juste ça. Donc c'est tout.
Aitor, il y avait après, vous avez une question? Oui, j'ai une question en fait pour vous les gars, que dans votre club avec des jeunes de cet âge-là, comment vous savez réussir en fait à mettre en place ça à un niveau, si vous faisiez par exemple des analyses vidéo ou par exemple dans son projet de jeu, vous vraiment vous spécifier les différentes façons d'aborder la chose. Voilà, c'est cette question-là que je voulais savoir. C'était quoi la question exactement? Valentin? Ouais, concrètement, ta question, ouais. Non, la question, Ouais. en fait, c'est comment vous attirez, en fait, si vous avez un effectif de cet âge-là, des moins 18 ou moins 16, voilà, comment Ouais. vous attirez l'attention pour les montrer, pour les faire comprendre, par exemple, à la vidéo, comme soit un projet de jeu, si vraiment vous montrez vraiment les choses plus importantes, si comment vous placez le jeu au pied des renvois ou d'envoi, le coup de pied Comment vous envoi. l'entraînez, quoi, en gros, Voilà, c'est c'est ça? ça. Ouais. Nous, moi, j'ai fait pas mal d'échanges avec les mecs qui avaient au Loup. J'ai parlé avec le secteur féminin, avec Buffevan et même d'autres entraîneurs. Et ils me disaient généralement, comme disait Guillaume, sur des phases toutes simples, on fait des oppositions à toucher, par exemple, et on peut mettre en place des règles super simples sur l'efficacité d'un coup d'envoi ou d'un coup de renvoi. Et c'est plus un éveil tactique qu'un éveil, un éveil stratégique. Donc c'est plutôt intéressant de le travailler comme ça. On imaginait aussi, on a parlé aussi de l'outil vidéo. On parlait certes on sait qu'on a très peu de temps avec les joueurs et que l'outil vidéo, tous les clubs ne l'ont pas. Mais on imaginait que rien n'empêche, via le groupe WhatsApp, on envoie une vidéo d'un coup d'envoi, un coup d'envoi qu'on a vu, et que les joueurs puissent même évoquer avec nous ce qu'ils ont vu sous le week-end, par exemple à la télé, et nous dire pourquoi ils ont choisi ça, etc. Je pense que ça peut être facilement faisable avec un groupe WhatsApp et prendre du temps. Mais encore une fois, c'est une question de temps. Les coups d'envoi, on sait que c'est quelque chose qui est très très peu travaillé, même au niveau fédéral. On n'a pas l'impression qu'il y ait une grande importance qui soit mis là-dessus. Je peux y aller? Vas-y, Jean-Luc. Ouais. Moi, juste un petit retour d'expérience. Alors, c'est pas au niveau des jeunes, mais seniors régionaux, très peu d'entraînement, deux entraînements maxi par semaine, 6 coups d'envoi à peu près dans un match, 25 touches, 50 trucs. Donc, le travail du coup d'envoi, c'est pas la priorité, quoi. Il y a le feu chez quelqu'un, non? Ouais, c'est chez moi, c'est l'alarme. Ah, du coup, tu as quitté ton poste et du coup, c'est le bordel. Voilà, c'est l'alarme qui se met en route incendie, je vais être obligé de vous quitter, les gars. C'est bon, j'ai fermé la porte. On va laisser brûler, j'ai fermé la porte. En gros, Jean-Luc, tu disais, tu faisais le constat que voilà, on n'a pas énormément de temps à l'entraînement pour le bosser spécifiquement. Entre le prorata, nombre d'actions dans un match, temps d'entraînement, on est obligé de dégager des priorités. Et la priorité, c'est pas le coup d'envoi. Bien sûr. Hein? Est-ce que ça pourrait se travailler sur une phase de lancement? Par contre, on le travaille souvent. Quand on fait du jeu collectif en fin d'entraînement, certains lancements de jeu sont faits sur coup d'envoi et point barre. Et avec des explications à ce moment-là. Mais on ne va pas au-delà, quoi. Et moi, j'avais, par rapport à ça, pour rebondir un petit peu, ce que j'avais mis un petit peu avant, c'est quelle transversalité un petit peu à travers les autres, entre guillemets, situations de jeu. Comme par exemple, on travaille la circulation, la réorganisation défensive. Du coup, après relance de jeu adverse ou dans le mouvement général. Mais des fois, sur l'organisation aussi simple, en partant d'une phase ordonnée où à l'origine, on est déjà prêt en place. Est-ce que, du coup, vous utilisez le prétexte de travailler les coups d'envoi pour aussi bosser un petit peu cette organisation défensive? Fermer les espaces, prendre les lignes, gagner le terrain. C'est
c'est une mise en jeu comme les autres. Et moi, j'arrive à. Moi, je m'en sers du coup d'envoi dans l'organisation défensive. C'est ce qu'on avait un peu échangé, certains là-dessus, c'est qu'on était. Le coup d'envoi est aussi dans la réorganisation défensive est utile. Moi, dans certaines de mes situations, le coup d'envoi, toutes mes situations, tous mes jeux, un peu, dès qu'on fait des trucs joués, il y a un coup d'envoi. Toi, pour être transversal et tout, j'essaie toujours de faire les coups d'envoi pour que on s'entraîne, même si c'est du 9 contre 9, même si c'est du 11 contre 11, on se met un petit coup d'envoi, on essaie de faire. J'essaie de toujours trouver un peu ceux qui vont faire les coups d'envoi pendant les matchs. C'est à eux de les faire, parce que des fois, sinon, on a tendance, souvent chez les jeunes, à avoir les avants qui disent « Ah, vas-y, mais c'est qu'un jeu, on peut s'amuser à les faire là, les coups d'envoi. » C'est essayer quand même de mettre dans la tête aux joueurs qui vont le faire, de les faire, quoi. Ouais, ce qu'on disait par rapport à là aussi, pour revenir à ce que dit Ghislain, c'est qu'on on sait que le jeu au pied, le coup d'envoi n'est pas non plus le thème peut-être prioritaire de quelque chose, mais ça peut être un outil. On peut très bien le travailler au sein d'un thème comme le courant défensif, par exemple. Et moi, si je peux intervenir là-dessus, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. On a beaucoup parlé de catégorie 14 à moins de 22. Nous, ce qu'on essaie de faire, et c'est ce que j'ai remarqué en école de rugby depuis un moment, et c'est ce que je pense beaucoup de clubs remarquent, c'est qu'à partir de 14 ans, 16 ans, on a un gros problème sur le jeu au pied. Donc nous, au club de Mézieux, on essaye de faire un maximum, même en école de rugby. C'est-à-dire qu'à partir de moins de 10, les renvois ils sont faits par les gamins, et du coup, déjà, l'utilisation de ces renvois, et là, on le fait faire à tout le monde. Et je pense qu'en commençant très tôt, parce qu'on remarque qu'on essaie de faire des renvois en moins de 14, que les gamins sont en pleine croissance, qu'ils n'arrivent déjà pas à faire une échelle de rythme. Donc, un renvoi sur 2 est catastrophique. Et on remarque que depuis 2 ans, ceux qui le font depuis moins de 10, moins de 12, ça marche très très bien. Et pour les années qui viennent, c'est je pense, une chose importante. Le renvoi, on n'en fait que 6 par match, comme disait Jean-Luc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la chose qu'on travaille le plus. Mais pour repartir pour retravailler la défense, pour retravailler plein de choses, l'occupation du terrain et tout, je pense qu'il faut qu'on l'utilise, nous, dans nos situations, le coup de pied de renvoi le plus possible. Donc tu disais plutôt chez les... Pardon, vas-y, finis, excuse-moi. Ouais, et que du coup, on essaye de commencer chez les plus jeunes. Enfin, sans en faire des séances entières, mais je sais que des fois, il y a les vendredis, nous, même si on s'entraîne quand même le vendredi, des fois, quand ça joue le samedi pour les gamins, on essaye de faire un peu plus de ludique, des nouvelles choses, leur faire tenter des choses. Il y a des entraînements où des fois, je ne dirais pas qu'on néglige le rugby, mais je pense que les gamins qui regardent la télé, ce qu'ils voient, c'est des joueurs qui butent, des mecs qui lancent. Et nous, en école de rugby, je te dis un entraînement 2 entraînements par trimestre, 2 ou 3, où on essaye de leur faire que ça, que vraiment, pas de la technique individuelle, mais des drops en mode ludique, même des gamins leur expliquer comment lancer, mais chaque joueur lance, chaque joueur fait un drop, et on essaye beaucoup de bosser là-dessus, et notamment sur le stage aussi, vacances. D'accord, donc c'est trouver les bons moments pour pouvoir bosser tout ça, et ce qui est intéressant sur ce que tu dis aussi, c'est un prétexte pour développer aussi les compétences des joueurs à travers du coup leurs ressources techniques, et ce qui est important aussi, c'est on peut travailler tout ce qui est coordination, et notamment aussi dans les petits jeux de coup d'envoi, on va dire, tout ce qui est lecture de trajectoire, qui est tout aussi important sur une lecture de trajectoire, on va dire haute avec du temps sur du jeu au pied, comme de la lecture de trajectoire de passe. Et on entraîne là aussi l'œil, on va dire. Après, il y a un point aussi peut-être qui est important aussi, c'est la prise de responsabilité, que ce soit chez les adultes, les seniors, ou que ce soit chez les petits. C'est-à-dire qu'il y a une action individuelle qui va duquel va découler une organisation collective. C'est-à-dire que on imagine, on travaille le coup d'envoi, et la première chose importante, c'est quand même qu'il y a un des 15 joueurs qui s'annonce sur cette prise de responsabilité, sur le jet. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe quand même vous travaillez les joueurs, même les joueurs loin? Ben, on n'a pas entendu, Lilian, ça a bugué. C'est vrai?
C'était. Attends, je vais couper la caméra parce que du coup, ça bug un peu. Je disais, la prise de responsabilité. C'est bon? Vous en étiez là? Qu'est-ce que regardent les joueurs quand le ballon il est en l'air? Quel ballon? L'adversaire. La plupart Il faut du temps, ils regarder regardent. où l'adversaire se concentre. Et comme ça, on connaît déjà un petit peu la phase l'endroit de tomber du ballon. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais en gros, qu'est-ce que les joueurs tous regardent? Ils regardent tous le ballon. Ils regardent le ballon. Et du coup, à la réception du ballon, souvent, on ne sait pas qui va capter le ballon. Personne ne s'annonce jet. Et du coup, après, on n'a pas la possibilité soit d'organiser une réception sol, soit d'organiser une réception lift, soit ensuite d'organiser la reprise d'espace, soit d'attaquer les ballons correctement, de venir éventuellement en bloc pour gêner la montée adverse. Et du coup, il y a cette partie-là d'organisation du coup, stratégique, de prise de responsabilité, qui est importante. Tout comme je disais, je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais de lecture de trajectoire. Oui, mais là j'ai une question. Là, on est sur la place du jeu au pied dans le jeu, on est d'accord? Coup d'envoi renvoi, ouais, aussi. Ouais. Coup d'envoi renvoi, la place du jeu au pied en règle générale. Mais là, on bascule sur la réception. On est quand même sur quelque chose qui est lié, mais qui est différent complètement. Oh, mais on parlait du système d'apprentissage, de comment l'apprendre. Et au lieu de faire des renvois. En fait, je rebondissais sur ce que disait JB. Oui, bien sûr. Mais non, mais je comprends ce point de vue-là de comment le faire travailler en faisant bien sûr la réception et la prise d'initiative et tout ça. Mais si on parle réellement de la place du jeu, c'est. Mais comment tu l'entraînes, toi, Romain? La réflexion de celui qui entraîne avec toi en Puy a été vraiment intéressante sur le fait de faut avoir moins de mecs qui font travailler que de mecs qui travaillent. Entre guillemets, je crois que c'était pas. On est d'accord. Ouais. Et moi, par exemple, un buteur ou quelqu'un qui va faire du jeu au pied, il va entraîner les bloxos. Lui, il va s'entraîner, mais lui, et en s'entraînant lui, il va entraîner tout ce qui est bloxo, réception d'ailier, réception d'arrière, et tout ça sur la même thématique, que ce soit en drop, en coup de pied de déplacement, et la même chose. Moi, c'est réellement comme ça que je vais le faire. C'est-à-dire que le mec, il va optimiser l'organisation, l'espace, justement. Ok. Voilà, il va faire travailler, entre guillemets, je sais pas, je vais avoir peut-être 2 blocs ça fait 6 joueurs. Je vais avoir sur une rotation, je vais avoir peut-être 2 ailiers, un arrière et un 8 qui va me couvrir le fond. Ça va me faire peut-être, donc ça me fait 8 joueurs. 6, non, ça me fait 10 joueurs. 10 joueurs qui va faire travailler lui tout seul. C'est-à-dire qu'il va taper 50 ballons et il va varier, pour justement que ce ne soit pas monotone, il va varier ses coups de pied, que ce soit drop, long, précis ou de dégagement, quoi. Après, je rebondis Romain, pour cela, il faut aussi qu'il soit efficace, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit aussi capable de le faire tout ça en autonomie, qu'il fasse de l'analytique. Après, ça dépend aussi des catégories que tu entraînes. Il y en a où on a le temps de le faire avant, il y en a où, comme Jean-Luc, ils n'ont pas le temps. Donc là, oui, c'est intéressant, je pense, de faire travailler tout le monde. Mais je pense qu'il y a le travail aussi de routine qui est important. Comme a dit JB, d'aller apprendre de plus en plus tôt, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, moi, j'avais une question aussi, les gars. Pardon. Non, vas-y. J'avais une question parce que du coup, on parle beaucoup. C'est le thème que vous avez choisi, mais le jeu offensif, coup d'envoi offensif. Et quelle place et quelle difficulté vous mettez justement à la réception du coup d'envoi et coup de renvoi dans votre réflexion? Encore une fois, tout dépend le niveau de catégorie. Quand je le fais travailler en école de rugby, c'est être capable. C'est taper à personne. Et puis pour la réception, c'est plus t'es jeune, c'est juste attraper le ballon tout seul et se tourner les épaules pour pas que le ballon tombe devant. Quand tu montes en 16-18, c'est organisation d'un bloc saut, même si c'est au sol, d'une organisation au sol. Après, quand tu es plus haut, ça peut être une organisation aérienne. J'ai mal posé ma question. On revient sur l'analyse du rapport de force. Ouais, c'était pas. Excusez-moi, j'ai peut-être pas posé ma question. C'est quelle place vous y mettez, quelle importance? Est-ce que vous mettez plus d'importance sur le jeu au pied offensif ou sur la réception du coup d'envoi? Si, à mon sens, pour moi personnellement, la plus importante, c'est la réception, puisque c'est souvent suite à un aspect de score qui est un coup d'envoi ou quoi que ce soit.
On y met moi, personnellement, je mets plus d'importance à la réception, mais là, on travaille tous dans des clubs où on s'entraîne 4 fois par semaine, on est en DE, donc on pousse les gamins à s'entraîner individuellement. Donc après, c'est un choix de zone qui est défini dans un projet de jeu, et après, c'est travailler avec les 2, 3, voire 4 mecs qui soient capables de la mettre dans la zone qu'eux, ils vont annoncer ou dans la zone qui va être choisie. Donc après, on y met un peu d'importance sur des situations à l'entraînement, si on a de la chance de faire du 15 contre 15, ou sur des petits jeux, comme on a dit, en choisissant la zone. Mais après, c'est beaucoup de travail individuel. Enfin, pour ma part. Okay. Après, comme disait Lilian tout à l'heure, hein, c'est arriver à faire la relation entre ce mouvement-là et d'autres mouvements comparables dans l'ensemble du jeu. Hein. Justement, c'était pour ça que voilà. Ça, parce que pour moi, après ce mouvement de réception et d'annonce et de choses comme ça, c'est quelque chose en fait que tu travailles de façon détournée avec plein d'autres sujets du rugby. Donc, c'est juste arriver à leur faire comprendre qu'il y a un rapport entre tout. C'était exactement là où je voulais en venir. En fait, c'était de dire, pour moi, il y a beaucoup plus de transversalité sur une réception de coup d'envoi avec le reste de la pratique rugby, puisque la lecture aérienne, ça comprend la touche, ça comprend la réception d'un jeu au pied, ça comprend pas mal de choses et beaucoup de réorganisation autour du porteur de balle. Et c'était justement pour ça la place, en fait, sur tout ce qui était réception plus que coup d'envoi ou coup de renvoi de pression, quoi. Je vais compléter peut-être un peu Gaëtan. Je ne sais pas si c'est… En fait, on va prendre en compte, on est d'accord que c'est la même situation dans le mouvement général ou sur une relance de jeu au pied, on va dire. Mais par contre, ce qui différencie, c'est quoi? C'est la distance entre les utilisateurs et l'équipe qui a donné le coup de pied et les autres. C'est-à-dire que si on est sur on donne le coup d'envoi. Donc on est au centre du terrain. Les adversaires sont à une dizaine de mètres et ils sont souvent répartis et de manière ordonnée sur 3 rideaux. Voilà, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une organisation en amont qui a été mise en place, que ce soit pour le botteur ou pour le réceptionneur. D'accord? Et puis il y a un temps aussi de course qui peut être différent. Et c'est identique sur les renvois 22. D'accord? Sur, on va dire, la profondeur du champ du terrain à couvrir. Et du coup, sur cette organisation-là, on peut être amené à travailler tout ce qui est du coup les contre-attaques, même si ce n'en est pas forcément une, tout ce qui est l'organisation défensive, avec un peu plus de temps et avec, on va dire, un choix d'organisation stratégique mis en place. Alors, je ne sais pas comment vous positionnez vos joueurs, de quel côté vous demandez aux botteurs d'engager. Si vous voulez, je vous présente, j'ai ressorti 1 ou 2 slides du projet de jeu. Est-ce que vous voulez que je vous montre et puis on échange dessus? Peut-être si ça peut aiguiller ou pas. Je ne sais pas. Ouais, carrément. Alors, oui, bien sûr. C'est bon, feuilletin. Alors, je vais reprendre la main. Rapidement. Donc, on donne le coup d'envoi, hein, d'accord? On n'est pas sur la réception. Alors, vous voyez là, ouais, c'est bon. Déjà, dans un premier temps, vous voyez? Oui, toujours donner un peu les objectifs à votre équipe, c'est qu'est-ce qu'on fait? On veut sur chaque coup d'envoi, renvoi, on leur laisse prendre la balle et puis on s'organise fort en défense, ou on essaye justement de tout faire, de nous organiser pour justement les mettre en difficulté et essayer d'aller gagner ce ballon. Voilà. C'est un peu, je ne sais pas si vous regardez beaucoup les matchs de rugby à 7, mais en rugby à 7, le fait que voilà, l'engagement soit différent de celui du 15, l'importance d'essayer de regagner le ballon le plus rapidement possible. Donc il y a cette partie de conquête, de combat dans les airs à gagner. Alors voilà un peu l'organisation que je souhaite mettre en place, d'accord, avec des joueurs missionnés à la conquête du ballon.
des joueurs soutiens. Et surtout, vous me dites ce que vous en pensez, je vais demander à mon botteur d'engager à droite. D'accord? Après, si on connaît le pied du botteur adverse et qu'il est plutôt gaucher, ben peut-être on engagera de l'autre côté. Mais en tout cas, c'était surtout pour avoir à la réception, du coup, quand on saute, on est souvent mauvaise réception de main, d'accord, selon les préférences motrices, mauvais pied d'appui, et souvent c'est le mauvais côté de passe du 9. Donc après, c'était pour pouvoir un peu plus enfermer justement cette zone-là de joueurs et gagner un temps, on va dire, pour gagner l'espace et le terrain. J'ai mis un peu mes cochons, on va dire, à la course un peu décalés derrière, justement pour, s'il y a réception, d'avoir des joueurs qui peuvent remettre un peu le gaz sur jeu pénétrant ou autre. Et est-ce que tu crois pas qu'avec la course, départ Vas-y. Est-ce que si tu les mets sur la même ligne que les autres, ils se termineront pas derrière quand même pour la réception en deuxième rideau? Mais c'est tout à fait possible. Après, c'est l'histoire j'ai mis en décalé, mais je suis d'accord avec toi, Romain, même je pourrais les mettre devant, comme ça, ils monteront tranquilles. Mais l'important, c'est d'avoir justement ces deux zones et pas les 5-6 mecs au même endroit au même moment, tu vois. Voilà, c'est le type de proposition sur coup d'envoi, savoir un petit peu, vous, quelle est un peu votre vision des choses, quoi. Ou s'il y a des questions ou autres. Moi, j'en ai une, Lilian. Le 10, Ouais. quand il a tapé, il se met en R3 entre le 15 et le 9. Bah donc, comme la plupart du temps, on va se retrouver en situation d'organisation défensive, je vais lui demander de récupérer, je ne sais pas si on voit ici, oui, le R2, R3 sur la ligne des 15 pour avoir à nouveau un partage de ce champ profond avec l'arrière s'il y a retour jeu au pied. Okay. Moi, j'ai une question, Lilian. Vas-y. Ouais. Tu laisses pas ton 8 en troisième rideau. Tu laisses pas ton 8 en troisième rideau en cas de justement de ballon rendu au pied par l'équipe adverse pour remettre de la puissance. Tout à fait. Pourquoi pas? Oui, c'est option envisageable, sachant que en montant à 3 forts à la réception du ballon, parce qu'on va demander la plupart du temps au botteur pardon, de mettre des coups d'envoi pas longs, mais plutôt haut et court, on va dire. Oui, tout à fait. Pour retrouver, on va dire, un R3 dense avec plusieurs possibilités de jeu, si ballon rendu au pied, ouais, tout à fait. Tout à fait. Okay. Est-ce que vous testez aussi le principe de ne pas partir ras la ligne des 50 et de laisser un temps de prise d'élan, on va dire, aux joueurs? L'Australienne un peu qui prenait 10 mètres. On travaille à l'Australienne un peu, on les fait partir d'assez loin et le botteur tape au moment où ils arrivent sur la ligne. En fait, on a un code, le botteur lève le ballon, il démarre à ce moment-là et normalement, on a réglé les courses pour qu'au moment où il botte, il franchisse juste la ligne, quoi. D'accord. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous voyez ce joueur-là, un peu extérieur, ce joueur extérieur un petit peu du botteur, on va dire, ce que je demande, c'est que c'est lui qui donne le top départ. D'accord? Et on va dire, comme il y a une distance de course, ça donne le temps au 10 d'enclencher son jeu au pied. D'accord? Et on arrive à avoir le bon timing sur la traversée de la ligne. Romain, tu disais? Nous, en fait, ça dépend vachement du type de match. Tu parlais tout à l'heure de l'aspect stratégique, etc. Nous, c'est vachement sur le coup d'envoi, je ne le voyais pas comme vous, en fait. Moi, je le voyais vraiment en fonction de on gagne, on perd, combien de points on gagne, combien de points on perd, et comment on veut mettre l'adversaire à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que si on perd, bah, la consigne, c'est que tous les coups d'envoi, on joue pour le récupérer, quoi. Par contre, si on gagne, mais qu'on gagne, je sais pas, s'ils ont des joueurs dominants en face et qu'ils ont, je sais pas comment expliquer, mais je le voyais pas comme votre approche à vous, en fait, le coup d'envoi. Je le voyais pas. Comment tu vois, toi? Comment tu vois et tu entraînes, toi? Moi, j'entraîne à effectif réduit, en général, 5-6, et c'est pareil, c'est un peu tout le monde qui prend le jeu au pied. Alors là, j'étais sur les cadets, donc cette année, c'était un peu plus les 3/4, mais pour moi, c'était ça pouvait être l'ailier qui tapait comme le centre, comme le 10, comme le demi-mêlée, quoi. Il n'y avait pas vraiment de poste.
Et moi, je travaillais vraiment sur la coordination, en fait, du lancement du coup d'envoi, justement. C'est-à-dire que Pour quel objectif? Pour quel but 90% du temps, qu'est-ce que tu attendais de tes joueurs? je leur demandais de vraiment aller récupérer ce ballon, quoi. C'était D'accord. moi, c'est vraiment pour récupérer le ballon, quoi. Je vois pas comment on peut leur donner le ballon et les laisser jouer, quoi. 90% du temps, ils tapent en touche ou ils font une relance de jeu au pied, mais c'est plus rassurant d'avoir le ballon, je trouve, sur cette forme de jeu-là, en tout cas. D'accord. Voilà. Pour ma part, sur Moi, j'avais une l'entraînement. dernière question. Vas-y, JB, vas-y. Est-ce que là, tu as mis ton dispositif, donc on est un peu tous pareils dans les clubs à avoir un dispositif comme ça, mais est-ce que le dispositif, je sais que nous, on essaie de le faire en senior, tu l'adaptes en fonction de tes joueurs que tu as? C'est-à-dire que nous, on a un ailier qui est très 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 fort dans les airs, et lui, peu importe la zone où on choisit. Par exemple, qui est je disais peu importe la forme qu'on choisit, lui, il vient et il s'adapte. À chaque fois qu'on annonce une zone, lui, il va être prioritaire pour aller au ballon. Enfin, on s'adapte suivant les joueurs qu'on a, en fait. Oui. Parce qu'il est très bon sur la lutte aérienne, et bah tu utilises les points forts de ton équipe. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Ouais, c'était la question. J'ai une petite question après, s'il te plaît. Vas-y, Romain. Pardon, je voudrais savoir parce que moi je suis. Bon, cette année, c'était un peu machin, mais je suis partisan d'adapter son coup de renvoi ou machin par rapport aux conditions climatiques. Et c'est vrai que c'est peu utilisé, mais ça fonctionne. Sur coup d'envoi, bon, pas coup de renvoi, mais coup d'envoi, les rasants. Oui. Les rasants pleine pelouse, ballon bien mouillé, sont très peu utilisés, mais sont très efficaces quand même. Ah bah c'est une super arme. Donc, moi j'adorais le faire rebondir juste devant le mec. Ouais. C'est parce que tu ça aussi un peu ou pas? Quoi? Je disais, tu faisais ça parce que tu savais pas jouer au pied, en fait, c'est pour ça. C'est efficace, Lilian? C'était l'excuse, hein? Ouais. C'est efficace. Il y a 2-3 manettes. Il y avait 2-3 coups de pompe complètement dégueulasses, mais bon. Non, mais ouais, utiliser oui, les conditions climatiques ou aussi utiliser l'adversaire. C'est-à-dire que si en face, je parle des fois sur les catégories jeunes, on a repéré la palombe de l'équipe, souvent on aime bien lui envoyer les ballons sur la gueule. Nous, c'était Cordio à Bourgoin. Il y a une situation d'entraînement. On disait que on prend pas beaucoup de temps justement pour travailler cette situation-là. Du coup, on fait des choix. On pourrait très bien avoir l'organisation que je vous ai présentée qui est classique avec les joueurs plutôt positionnés à droite ou à gauche, ou bien une organisation avec une répartition sur toute la largeur du terrain pour fermer tous les espaces. Après, plus on met, on va dire d'organisation stratégique ou de schéma de jeu ou autre, et plus ça prend du temps. Donc aussi, il y a la relation entre les besoins, les envies et le temps. Après, maintenant sur l'entraînement, un peu comme vous, on essaye au maximum d'optimiser les temps où il y a du travail en opposition, que ce soit en réduit ou en collectif total. Mais aussi, je l'ai beaucoup fait travailler les réceptions de coups d'envoi, d'accord, et du coup, on part en même temps avec les botteurs les coups d'envoi avant l'entraînement, pour que pendant un mois, et après, voilà, ce que j'attendais d'eux, c'était que des fois, après, ils puissent travailler en autonomie. Et notamment, du coup, Cédric et là, j'utilisais beaucoup les petites situations là, sur lesquelles tu apparais là quand tu étais à Provence Rugby. Avec les différents codes de communication pour pouvoir enclencher les remises, les réceptions en lift en plusieurs temps, la lecture de la trajectoire, la validation de
du positionnement, l'organisation des lifts et ainsi de suite, de manière à ce qu'on puisse, on va dire, avoir une autre arme que juste sauter au ballon ou réceptionner au sol. Voilà. C'était un peu les temps sur lesquels on avait bossé là-dessus. Tu peux On avait nous déjà discuté dire avec comment Jean-Marie. vous organisez? Ouais. Moi, je voulais dire un truc, mais je crois qu'il y a Romain qui voulait parler avant moi. Ah, je sais pas. Romain? Vas-y, je prendrai la main après. Moi, c'est juste pour revenir sur. Désolé, j'ai loupé le début de la visio. Il reste 10 petites minutes. Hein, pardon. Ouais, juste, on travaille les coups d'envoi. Ça nous arrive beaucoup de les travailler sur nos entraînements à haute intensité. Parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des courses. Beaucoup de courses. Parce qu'il y a déjà il y a entre les 10 et 30 mètres de course à haute intensité pour, au moment où tu tapes le ballon. En plus, après, il y a de nouveau souvent, quand on demande de taper loin, donc il y a un retour de jeu au pied de l'équipe adverse. Et du coup, en fait, sur nos entraînements à haute intensité, ça nous permet de travailler à la fois la haute intensité et à la fois justement ce côté organisation de réception, de sortie de camp, de relance du fond de terrain, tout ça. Donc, en fait, voilà, des fois, on se fait des entraînements à thème, justement, juste coup d'envoi, renvoi au 22, et je trouve ça intéressant. Et le prépa physique nous dit, voilà, je veux tant de courses en sprint de 30 mètres, tant de courses de récup, tant de courses de soutien, et en fait, on construit notre entraînement en fonction de ça. Donc vous travaillez aussi donc la ressource physique en utilisant aussi ces situations de jeu. D'accord, c'est plutôt bien. Exactement. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que tu es obligé de sprinter, quoi. C'est un départ de course de 100 mètres, enfin 100 mètres du coup de 20 mètres ou 25 mètres sur le principe là. Mais il y a cette partie-là. Et puis surtout, c'est travailler ensemble à haute intensité, à pleine vitesse pour, en fonction de l'objectif, contester le ballon, préparer la suite et ainsi de suite, comme tu disais. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Voilà. Ma réflexion était, est-ce que ça serait pas aussi le fait que, par exemple, justement, il y en a plein d'entre nous qui manquent de temps pour travailler ça. Est-ce que ça serait pas la permission, c'est-à-dire de l'entraîneur pendant des situations un peu jouées, qui est ce jeu au pied, parce qu'au final, un jeu au pied, coup de renvoi, c'est des jeux au pied programmés, mais il y a quand même d'autres jeux au pied qui sont entre guillemets instinctifs et à l'initiative. Est-ce que ça, justement, ceux-là, ils peuvent être travaillés réellement dans des phases jouées, et ça a la permission c'est à la permission de l'entraîneur. Je sais pas si je me fais comprendre, mais sur le truc, c'est que réellement, on veut toujours. C'est comment l'entraîneur va organiser les remises en jeu, les lancements du jeu pour telle ou telle situation, et il peut utiliser l'organisation sur coup d'envoi pour travailler toute autre chose. C'est ça que tu dis? Ouais, mais c'est surtout le fait, par exemple, dans une situation entre guillemets où il n'y a normalement pas de coup de renvoi, d'organisation et tout ça, la permission de jeu au pied. Oui, tout à fait. La permission de jeu au pied pour justement travailler cet outil, quoi. C'est bien ce que disait Guillaume quand tu disais laisser faire et réguler sur on va dire pourquoi vous avez choisi du coup cette forme de jeu ou pourquoi vous êtes organisé là-dessus. C'est tout aussi intéressant. Et comme je disais, c'est une philosophie d'entraînement. Et peut-être que aussi en termes d'envie de coach, peut-être que la partie coup d'envoi, réception et autres, c'est quelque chose que les gens ne maîtrisent pas ou qu'ils ne savent pas forcément l'entraîner, ou du coup faire le transfert sur d'autres situations de jeu. Ouais. Moi, c'était surtout sur le fait de. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'organisation pour les coups d'envoi, savoir où est-ce qu'on les met, et ainsi de suite, par rapport à beaucoup de choses. Mais au final, on est quand même sur des trucs d'instinct. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il y a la place du plan de jeu et du système de jeu ou du projet de jeu, mais il y a la place aussi du rugbyman et de sa vision des choses. Si
Après un coup d'envoi ou 2 coups d'envoi, il voit on s'est trompé d'analyse, de zone ou autre, de zone ou truc comme ça, ouais. que lui, il est la permission et l'initiative de le faire, quoi. C'est réellement ça que moi je prendrais si je devais coacher, quoi. Romain, moi juste par rapport à ce que tu dis, c'est 14 joueurs qui sont dépendants d'un seul joueur. Donc il a beau travailler, il y a toujours il peut avoir un échec et pas taper dans la bonne zone. Nous, je sais qu'on travaille surtout à l'adaptation. Le buteur ne donnait pas forcément d'indication. Il tapait comme ça, les joueurs ne montent pas bêtement à un certain endroit. Ils s'adaptent par rapport au coup de pied. Parce que on le voit, moi je l'ai vu en Fédéral 2, je l'ai vu avec mes petits, on ne le travaille pas beaucoup. Je pense que c'est plus intelligent de travailler de l'adaptation pour ceux qui sont à la réception que de leur dire vous allez dans telle zone parce qu'il va taper dans telle zone. Au bout du compte, s'il dévisse complet, tout le monde est perdu et tu n'es pas à l'abri d'une relance ou d'une contre-attaque. Je pense qu'il faut laisser l'initiative et laisser l'adaptation aux joueurs qui sont en dessous, leur mettre, voilà, vous mettez 8 d'un côté ou 4-4 de l'autre, et après, vous vous adaptez par rapport au coup d'envoi. Ouais. Ok. C'est moi qui engage. Après, tu as raison, c'est moi qui engage, l'autre dit. Non, c'est laisser à l'initiative. Après, Voilà, c'est vrai que des fois, il y a, comme tu disais, ça peut être c'est peut-être un joueur qui va tenter un coup parce qu'il a vu qu'il pouvait jouer vite, que ce soit sur un renvoi 22, on en a vu plusieurs, des joueurs vite enlever le ballon et jouer très vite le coup de renvoi, ou même des fois le renvoi 22, ou même le renvoi justement après avoir pris des points. L'important après, c'est que les joueurs ils soient capables, justement, après une initiative, c'est pareil dans le jeu, et de se reconnecter et de retrouver soit vite l'organisation défensive ou de rejouer vite dans les espaces si par exemple un renvoi 22 a été joué rapidement. Mais si on interdit, souvent après les mecs, qu'est-ce qui se passe? Ils essaient quand même de le faire, ou il vaut mieux essayer d'apporter des solutions d'organisation et de repères de connexion pour que lorsqu'il y a une initiative qui est prise par un des joueurs, on puisse retrouver une certaine efficacité, la confiance. Ok, il est 14h56, on bloque ici 10 minutes, d'accord, le temps d'aller boire un café ou autre, et on se redonne rendez-vous du coup à 15h05. Ça marche? Excuse-moi, il y a le lien qui change, Lilian, ou pas? Non, c'est la même. Ok, ça roule. Mais t'as